Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 18 janvier 2021. Jeff qui est là avec vous autres. Gros show ce soir. On a tout un panel. Dernier podcast peut-être sur le rebranding de l'Impact de Montréal, maintenant connu sous le nom de Club de foot Montréal. Donc ça devrait être la dernière fois qu'on fait le tour du sujet, mais on va voir l'actualité et comment tout ça se déroule dans les prochains temps et peut-être qu'on aura la chance donc de revenir sur ce sujet-là. Donc, un beau panel d'invités ce soir. On va avoir tantôt Stéphanie qui va joindre à nous, Marceau Blétard, Yannick Massicotte également qui se joindra à moi dans quelques instants. Amine un petit peu plus tard dans l'émission pour nous parler de cette transaction. Aujourd'hui, l'Impact qui est actif et qui met la main sur un défenseur central. On va regarder tout ça. L'archer, disparu, terminé. Donc, Maxi Urruti qui prend la direction de Houston. On va se parler également en toute fin de podcast de quelques rumeurs. On sait que, Boyan, encore aux alentours de l'équipe. On va se parler également de Laurent Ciman. On va se parler de Giroud. Question de rêver un peu à ce qui pourrait arriver. Donc, sans plus tarder, je vais rejoindre dans l'ordre, Yannick Massicotte. Ça va bien, Yannick? Ça va très bien vous-même? Good, ça va super bien. Bienvenue au podcast. Marceau qui se joint également à moi. On va y faire de la place. Et Stéphanie qui devrait se joindre à nous autres dans quelques instants. Ça ne devrait pas être très, très long. Donc, je vais commencer par Yannick. Yannick, présentation. Donc, ta relation d'amour avec le foot montréalais, elle débute comment? Avec le foot montréalais, c'est suite au moment où je deviens entraîneur papa avec à l'époque le laser de Joliette. Et on a une activité à chaque année où on va sur le terrain avec l'équipe et on fait une espèce d'activité là où on amène tout le club, en tout cas tous ceux qui veulent y venir. Et donc, c'est le premier contact aux alentours de 2014-2015 environ où je vais sur place et je tombe en amour bien raide avec le club. Excellent. Marceau, toi, ça débute à quel moment cette relation d'amour avec l'Impact de Montréal et bien sûr la scène du foot montréalais? Oui, donc moi, c'est en 2011 quand j'ai immigré au Québec tout simplement. L'Impact était en NASL à ce moment-là. Puis j'ai directement accroché. Puis quand l'Impact a révélé son nouveau blason, j'étais complètement tombé en amour avec. Puis j'avais un billet de saison après pour plusieurs années. Excellent. Donc, on est à peu près dans les mêmes eaux. Moi aussi, là, c'est pas mal l'entrée en MLS de l'Impact de Montréal. J'aurais aimé avoir Tony Nicolingo avec nous, qui était fan depuis le Manic. Malheureusement, j'ai manqué de temps aujourd'hui. Si le podcast continue d'interagir, il va falloir que je m'engage à une recherchiste pour booker tout le monde sur ce show-là. Donc, on a Stéphanie qui devrait se joindre dans quelques instants à nous autres. Mais en attendant qu'elle arrive, les gars, je vais vous demander, Yannick, c'est quoi la première réaction? Je remonte en décembre dernier, lorsqu'il y a cette fuite, ces premières rumeurs de Radio-Canada concernant un rebranding chez l'Impact. Ben, sur le coup, c'est ah oui, ah bon. Je vois pas d'urgence, je vois pas de nécessité, je vois pas. En fait, je comprends pas pourquoi on va aller par là. Je veux dire, s'il y a des choses à redresser ou à adresser avec le club, je pense pas que c'est son logo ou son image, en tout cas. Là. En tout cas, c'est pas la première chose à laquelle j'aurais mis mon argent et mon temps, en toute honnêteté. Est-ce que c'était un petit peu pareil pour toi, Marceau, en décembre, quand il y a une fuite là, de Radio-Canada, puis qu'on apprend que fort possiblement qu'il va y avoir un rebrand? Oui, exactement. Moi, directement, j'ai pas mal capoté. Surtout quand j'ai entendu le nom que Eric a divulgué, là, club de foot, pour moi, tu vois, on dit ça au chum, là, mais tu peux pas écrire ça officiellement à quelque part, là. Puis, perdre le nom Impact,
Pour moi, ça faisait pas de sens avec toute l'histoire qu'il y a eu derrière le club. Il y a tellement de clubs qui rêvent de parcours de même en Ligue des Champions, d'autres championnats canadiens, puis tout fait que, j'ai pas eu une bonne première impression, c'est sûr. Est-ce que ça change ou pas le nom d'un club, Marceau? Pour moi, ça se change pas. Il y a des clubs comme par exemple, justement, je vais prendre un exemple en Belgique, le RFC Serein, qui est un club de D2 qui vient de revenir en fait, mais c'est plus le même club. Donc il s'appelait RFC Serein il y a une vingtaine d'années, puis ils sont devenus quand le club était fermé, ils sont devenus Serein United il y a quelques années quand ils sont revenus, puis maintenant ils ont repris ce nom-là qui existait il y a 20-30 ans. Parce que c'est toute l'histoire derrière. Même si eux n'avaient pas autant d'histoire que l'Impact, c'était très restreint. C'était juste une coupe de saison en Division 1. Mais un nom, c'est toute l'histoire derrière. Tu peux pas remplacer l'histoire pour moi. Yannick, est-ce que tu abondes dans le même sens? C'est impossible. On peut pas. Puis je vais faire une allégorie complètement ridicule, mais je veux dire, tu t'appelles Jeff et tu changes de vêtements tous les jours, mais tu restes Jeff. À partir du moment où tu deviens Julie, je débarque. Dans le sens que c'était ton identité. Donc là, je dis c'est boiteux parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent amener quelqu'un à vouloir changer de nom, mais je veux dire, quand tu es identifié dans un marché, tu sais, si l'Impact changeait de la MLS pour s'en aller en Europe en Division 1, il changeait de nom. Je pourrais peut-être comprendre que c'est une nouvelle étape, on veut aller plus loin, mais là, il n'y a aucune raison qui justifie de changer de nom à ce moment-ci. Parce que dans le fond, dans l'histoire du sport, il y a des noms qui se sont changés, qui arrivent par des événements comme présentement au niveau de la NFL, au niveau de la MLB. Il y a des actions politiques dans le monde qui font en sorte que les formations sont appelées à changer de nom, ce qui peut être logique et plausible dans une certaine mesure. Mais en bref, l'histoire, elle vient avec son club, avec son blason, avec son signe. C'est difficile de changer ou, tu sais, peut-être que je me trompe, mais je pense que si l'Impact aurait voulu changer son nom, elle aurait dû le faire au moment où elle a accédé à la MLS, de dire on prend un nouveau départ 2012, on rentre en MLS, on change le nom. Ça se peut? Oui. Tout à fait d'accord. Moi aussi, complètement d'accord. Puis, pour moi, un nom, ça se change uniquement quand tu as vraiment une bonne raison. Par exemple, Cleveland et les Washingtons, exact. On n'a pas le droit de le prononcer leur nom, là, mais eux, ils avaient une bonne raison de le faire parce qu'en 2020, ça n'a pas d'allure. Même si les partisans, il y a beaucoup qui voulaient le garder, mais ça, je comprendrais totalement. Si l'Impact avait un nom de même, complètement. Mais ici, c'est pas un nom que personne n'était offusqué par ça. Il y a personne. Je pense qu'il ne devait pas y avoir une personne sur 100 qui devait dire oh, l'Impact, c'est quoi pour un nom, ça? Fait que, dans Oui, vas-y, Yannick. Je voulais juste dire, s'il y avait un piège avec le nom de l'Impact, c'est que lorsque tu as un nom comme ça, si tu ne livres pas la marchandise, c'est facile d'attirer les autres à se moquer de toi. Si tu t'appelles les champions de, et puis tu es dans les bas-fonds de la division continuellement, ton nom, là, il cadre pas. Donc, la seule chose pour moi, là, avec l'Impact, c'est sûr que si tu veux être si tu vas avoir un impact avec ton nom et que malheureusement les babines et les bottines ne suivent pas, ça c'est une autre chose. Pour moi, justement, ils avaient beaucoup de réussite sur le terrain. Ils ont eu beaucoup de réussite sur le terrain. Le problème, selon moi, c'est qu'ils ne remplissaient pas le stade. Et c'est là où la réussite n'était pas là. Donc, pour moi, c'est ça qui a initié le changement de nom. Si le stade avait été rempli à chaque match, je suis pas mal certain que le nom serait toujours l'Impact. Et c'est un peu ce qui a amené justement cette modification-là. Est-ce que c'est le sportif ou le branding le plus important dans une entité de soccer? Moi, je pense que c'est la performance qu'on va livrer sur le terrain. Mais ce que j'ai senti de la présentation qu'on m'a fait jeudi dernier, c'est que le branding prend la place par-dessus le sportif. Est-ce que c'est de un ce que vous percevez et de deux, est-ce qu'un est plus important que l'autre? Marceau? Oui, absolument. Pour moi, c'est clair que c'est ce qui s'est passé sur le terrain qui apporte le branding ici.
Mais en plus, le problème, selon moi aussi, c'est que le branding n'était pas mauvais. Tellement de gens adoraient ce blason. Je vois vraiment pas pourquoi. Pour moi, il faut un reset pour essayer absolument de faire de quoi. Mais il n'y en avait pas besoin. Même le branding, tu peux pas dire qu'il... En tout cas, c'est quelqu'un qui va me dire qu'il n'aimait pas ça, je veux bien, mais je vois pas comment. Le blason a été élu le meilleur blason en 2017 par Fox Sports. Il n'y avait pas besoin de changer ça. Donc, je comprends pas vraiment. Yannick, ton point de vue? Encore une fois, je vais faire une comparaison qui peut être un peu boiteuse. Est-ce qu'on préfère avoir un club qui arrache tout avec un nom qui peut-être va laisser certaines personnes sur son appétit, ou aller comme Eugénie Bouchard, la professionnelle de tennis, qui est son propre branding, si on veut. Elle est sa carte d'affaires. Et à ce niveau-là, on la voit sur Instagram ou des choses comme ça. On la voit partout. Elle est jolie, elle est à la mode. Tout le monde se l'arrache. Par contre, sur le terrain, les performances, malheureusement, sont pas là pour toutes sortes de raisons. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir des beaux chandails, un beau nom, un beau branding, et puis une équipe qui fonctionne pas, ou à l'inverse? Donc, moi, je pense que le logo était déjà très bien. Peut-être que la devise tous pour gagner, ça faisait pas l'unanimité, effectivement. Peut-être que ça aurait pu être quelque chose qui aurait été intéressant de dire, ben regardez, on a changé de philosophie, voici la nouvelle devise. Je me suis jamais caché, j'ai toujours aimé beaucoup celle des Reds, je veux pas copier celle des autres, mais quand ta devise, c'est tu ne marcheras jamais seul, tu ne seras jamais seul dans l'adversité, je trouve qu'il y a un message là-dedans qui est très intéressant. Ça aurait pu être seulement ça. Là. Est-ce qu'on avait besoin de tout sacrifier? Je ne pense pas. Parce que ce que j'ai senti justement dans la présentation de jeudi dernier, c'est que on voulait faire un move pour aller vendre le brand Club de foot Montréal et non pas aller vendre le projet sportif. Je pense pas qu'il y ait de problème avec le projet sportif et je pense que le Club de foot Montréal se dirige dans la bonne direction présentement de toute façon à ce niveau-là. Par contre, en allant chercher ce branding-là, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on disait l'image de l'Impact, oui, elle est belle, mais casual, les gens, monsieur et madame tout le monde, à tous les jours, ne portent pas le vêtement de l'Impact. Donc oui, on vend des maillots pour les jours de match, pour les enfants, pour les jeunes qui jouent, mais dans la vie de tous les jours, les gens ne portent pas la marque de l'Impact de Montréal et c'est là que j'ai senti qu'on a essayé de faire une percée, mais j'ai de la misère à faire le lien entre le soccer et faut porter le survêtement de l'Impact de Montréal. Je me trompe-tu ou c'est comme ça que moi je l'ai perçu jeudi? Mm-hmm. Moi, j'ai perçu de la même façon aussi. Et c'est clair qu'ils cherchent le marché casual. Selon moi, en tout cas, c'est le marché aussi hipster, là. Mais est-ce que c'est cette partie de ces gens-là qui vont au stade? OK, ils vont aimer peut-être acheter un chandail ou deux qui vont garder dans leur penderie pendant des années, mais je pense pas que c'est ces gens-là qui vont en masse au stade, encore une fois, ni comme moi les Européens. C'est une très petite minorité. Il faut vraiment aimer supporter le club local. Hein. Je pense qu'ils vivent vraiment, ils n'ont pas compris leur marché, selon moi. Qui doit, Yannick, justement, supporter cet impact-là? Parce que on a senti, juste avant d'aller là, je vais vous demander, les gars, vous autres, personnellement, en tant que fan de l'Impact, en tant que fan de foot, est-ce que vous vous êtes sentis concernés par la présentation jeudi? Moi, je fais partie de ceux qui, j'ai l'impression que c'est pas à moi qu'on s'adressait. On s'adressait au nouveau public qui va arriver. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'adressait pas à moi, le fan actuel de la formation. Yannick? Ben non, ça c'est clair. J'ai énormément aimé la partie où on incluait nos frères autochtones, où est-ce qu'on leur faisait de la place, où est-ce qu'on a même poussé ça jusqu'à le faire dans leur langue. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, je suis un gars qui est très, très inclusif. Ça, il y a rien à discuter là-dessus. Par exemple, ce que je trouve triste, puis c'est pas juste l'Impact qui fait ça. Je pense que dans tous les commerces, les commerçants, quand on fait une certaine publicité, on oublie le client qui est là depuis toujours pour nous.
Puis on va continuellement faire des cadeaux pour le nouvel arrivant. Donc, toi, ça fait 10 ans que tu viens acheter chez nous, tu as acheté 5000 pièces de marchandises, mais je vais donner un chandail à 150 pièces à quelqu'un qui reviendra jamais, que j'ai jamais vu. Puis, et ça, je trouve ça aberrant. C'est le même principe que justement les grosses compagnies de télécommunications. T'es avec Vidéotron, t'es avec Bell depuis 10 ans, mais si tu déménages, là, t'as un package deal cadeau que t'as pas si t'es fan de la première heure. Fait que, effectivement, je pense que ça l'a heurté plusieurs personnes. Maintenant, ben, je peux même pousser plus loin en disant que ceux qui sont détenteurs de billets de saison, malheureusement, j'ai pas les moyens. Si je le pouvais, je le ferais. Malheureusement, je le peux pas. Mais ces gens-là qui le font, qui payent des gros montants, puis pour plusieurs qui le font depuis plusieurs années, n'ont pas reçu de marchandises. Alors, on a vu beaucoup d'influenceurs en avoir. Puis ça n'empêche pas que ces gens-là soient contents, heureux de le montrer. J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que tu peux vraiment oublier tes supporters, ceux qui payent ton loyer, là? Ça, c'est une disgrâce. Selon moi, c'est un manque de jugement aussi. C'est un manque de jugement complet de la part de l'Impact, du CF, là. Ceux qui payent tes billets de saison, ils donnent des centaines de pièces chaque année, et tu leur envoies même pas un foulard. En plus, eux, ils auraient peut-être montré ça partout sur Twitter. Ils t'auraient fait de la publicité en masse. Là, maintenant, on t'envoie ça juste à quelques influenceurs pour écœurer le monde. Ils ont fait juste une chose avec ça, c'est écœurer le monde. Je suis content pour ceux qui ont reçu leur gear. Très bien pour eux, c'est beaucoup de bonnes personnes, mais ça a écœuré le monde. C'est pas qu'est-ce qu'ils pensaient. C'est ça. Et c'est là, quand je me demande là à qui on s'adressait, puis aussi à qui doit remplir le stade. Puis j'ai posé la question sur les réseaux sociaux. On va juste regarder. Ça sera pas très long. Ici, une question intéressante. Qui doit remplir le stade Saputo? Et voyez-vous que les réponses sont quand même mitigées. Les Montréalais à 19%, les Québécois à 33%, les fans de soccer à 32%, les fans de foot à 14,7%. Donc, il n'y a pas une réponse qui se démarque du lot. Je vais prendre 30 secondes. Stéphanie essaie de se joindre à nous. Stéphanie, si tu peux aller sur tes messages en DM Twitter, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour te brancher avec nous. Merci, Stéphanie. Donc, il y a rien qui se démarque vraiment comme réponse là-dedans. Et moi, j'ai senti que l'Impact, son besoin, c'est de sortir de Montréal. L'Impact avait besoin de viser plus grand. Et avec le blason, Marceau, que tu portes présentement, la fleur de lys, le bleu, on était la formation québécoise de la MLS. Là, avec le M, avec les flèches de métro, avec l'eau qui entoure l'île, j'ai l'impression qu'on devient une formation montréalaise, puis on veut aller vraiment juste sur cet angle-là. Et je suis pas sûr que c'est le bon pari pour le club de foot Montréal. Marceau? Oui. Pour moi, c'est pas un bon pari pour toutes. C'est pour ça que je pense qu'ils comprennent pas leur marché, parce que quand je vois tous les gens en région qui expliquent qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'Impact, qui n'ont jamais vu de poster et du tout, et j'entends Jérémy Filosa qui dit ils payent des milliers de dollars tous les X temps pour des spots publicitaires qu'ils n'utilisent pas. C'est ces gens-là qu'ils auraient dû rapporter, là, parce que Montréal, je pense que tous ceux qui aiment déjà le soccer, ils vont déjà voir les games. Je pense pas qu'ils auront beaucoup plus de personnes de Montréal. Et puis les Européens, comme je pense, à moins qu'ils investissent dans DP, ils vont pas venir. Tu peux mettre le logo que tu as envie, ils viendront pas si t'as pas de gros joueurs sur le terrain. Fait que moi, je pense qu'ils ont pas compris leur marché encore une fois. Yannick? En fait, on est déjà international. On l'était avec Didier quand on est allé le chercher, d'une certaine mesure avec Divayo aussi. On l'était avec Rémi Garde. Maintenant, on l'est avec Titi. Thierry. Ça, je veux dire, à part Messi, là, y a-tu ben des plus grands noms là, qu'on peut avoir ici? Là, est-ce qu'on a besoin de plus? Et moi, ce qui me fatigue énormément quand j'entends qu'on va aller chercher l'Europe et l'internationalisation, si le club avait sa télévision, Beaucoup de clubs ont leur chaîne à eux. Là, tu vas aller chercher un public mondial. Là, je comprends.
Là, je comprends que tu veux courtiser. Je comprends que tu veux dire à un public cible qui est déjà chaud au soccer, ben regardez, il y a une alternative aussi si vous voulez suivre l'Impact. On est vos cousins au Québec, on est les cousins français, en exemple, si on veut jouer cette carte-là. Si vous voulez regarder pour un abonnement X, vous pouvez suivre le club sur notre chaîne. OK, bon, il y a rien de tout ça. Celui qui écoute l'Impact est probablement canadien. C'est le plus loin international qu'on va aller. Ensuite de ça, on joue en MLS. Donc, c'est le public de la MLS qu'on doit intéresser. Donc, pour moi, là, si on part de international à Amérique du Nord. Donc, finalement, parce que les yeux sont déjà tournés à cause de Titi. Ici, tout le monde regarde ce que l'Impact fait, même justement en ce moment, notre fiasco au niveau de notre rebranding. C'est partout en Europe et pas pour les bonnes raisons, là. Non, c'est ça, exactement. Et je posais la question, justement, est-ce que, parce qu'on vise le marché international, est-ce que, avec cette nouvelle image de marque-là, est-ce que la MLS est un frein à cette progression-là? Parce que on parle souvent des Euro-snobs, des ci, des ça, mais c'est des gens qui ont écouté, qui ont consommé le plus haut niveau. Donc, c'est un peu pareil comme, je vais faire une comparaison peut-être boiteuse, mais avec la région de Québec, qui ont eu les Nordiques. On a essayé par après d'implanter la Ligue américaine, la Ligue la East Coast, je pense, par après, mais ça a jamais marché. Pourquoi? Parce que les gens avaient goûté au summum. Donc, la MLS, tant qu'elle sera pas top 5 à travers la planète, je ne sais pas à quel point elle va pouvoir s'internationaliser, et c'est sûr qu'elle progresse. Elle progresse, mais elle n'est pas encore là. Et on le voit dans des démarches comme le club de foot Montréal veut instaurer. Clairement, la vision de ce club-là, c'est de recruter des joueurs, de les former puis de les vendre. Donc, ils vont arriver à leur summum en Europe. Le summum, ils ne le vivront pas ici. On le voit avec Alphonso Davies, qui a connu un départ correct à Vancouver, mais là, il devient une vedette internationale. Mais un départ correct à 15 ans. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que c'était excellent là. C'était une belle pépite, mais le summum de ses performances et de sa visibilité internationale, c'est pas Vancouver qui va le réclamer, c'est le Bayern présentement. Mais donc, tant que les joueurs voudront pas dire, moi, je veux évoluer ma carrière professionnelle du côté de la MLS, ben, on sera pas capable d'aller plus loin que ça. Ben, en fait, moi, je pense que la MLS, c'est la KHL par rapport à la LNH, là. Je veux dire, c'est un circuit parallèle. Le problème de la KHL, c'est qu'il est condamné, on va dire, à la Russie et les environs, et ses possibilités de grandir sont pas si bonnes que ça, puisque la majorité des joueurs sont nord-américains et vont préférer aller vers la LNH qu'aller à ce moment-là en KHL. Par contre, la MLS, elle, a le pouvoir de devenir aussi grande un jour qu'en Europe, si on met le temps et l'argent, puisque des pépites, il y en a partout dans le monde. Et si l'Europe décide d'écrémer et de ne prendre que le top 10 à chaque année, ben, comme tout le monde dans le monde joue au soccer, le top 50 est extrêmement garni de pépites. Donc, même si il nous reste le choix numéro 11 à 50 pour venir en MLS, ça va vraiment pas nuire au spectacle. Au contraire, ça va donner la chance à plus de joueurs. Donc, à ce niveau-là, la MLS a énormément de chances de pouvoir prospérer dans un avenir relativement proche, puisque non seulement on le voit, là, les joueurs qui arrivent de l'Europe arrivent ici et disent « Oh, je m'attendais à quelque chose de... Ouais. Tu sais, là, une ligue de garage, finalement, OK, le beau jeu est peut-être pas fine-tune, OK, mais t'as affaire à courir, t'as affaire à avoir des épaules, mon chum, parce que tu vas te faire virer, là. Le gars qui court en arrière de toi, là, il veut le ballon, puis il y a une vision un peu nord-américaine du sport, c'est-à-dire puissance. Hein? Donc, beaucoup de grinta dans la MLS. Donc, effectivement, en tout cas, moi je suis convaincu d'ici 25 ans, il n'y aura pas un si grand écart entre l'Europe et la MLS. Puis dans ce marché-là international qu'on essaie d'aller chercher, là, est-ce que Montréal part pas justement avec deux prises, de par son climat, de par ses impôts, de par sa langue française également? Tu
si je suis un joueur établi en Europe, il me semble que c'est tellement plus facile d'aller à Miami, d'aller à Orlando, d'aller sous le soleil de la Californie, que de choisir Montréal, ses hivers, sa langue française, que c'est pas tout le monde qui va s'adapter. Bref, il me semble que déjà, en partant, c'est pas facile pour Montréal. Donc, je ne sais pas si le timing était bon pour rebrander. En plus que là, maintenant, tu mets un logo qui ressemble à un flocon. Fait que tout le monde est bien au courant qu'il neige à Montréal parce que tout le monde n'est pas spécialement au courant de à quel point il fait froid à Montréal. Moi, j'étais pas au courant quand je suis arrivé au Québec. Faites un saut, hein? Et puis s'internationaliser, c'est Barcelone, ok, ils vendent des chandails partout dans toutes les boutiques partout dans le monde. L'Impact, ils ont eu une boutique à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Une. Non, ils n'en ont pas. Même sur eBay, si tu es en Belgique, tu peux pas acheter de chandail de l'Impact. Donc, je sais absolument pas pourquoi ils veulent viser ce marché-là, si c'est ça qu'ils veulent faire. Moi, je pense qu'ils veulent viser l'international à Montréal, c'est-à-dire les immigrants. Je me trompe peut-être, mais s'ils veulent viser l'international à l'étranger, il y a rien à y faire. C'est pas Barcelone, c'est pas Real Madrid. Fait que j'ai un gros point d'interrogation sur tout ça. Yannick, tu le vois comment? Ben, écoute, je vais dans le même sens que Marceau parce que, premièrement, tu sais, si tu regardes en Europe, les clubs, justement, comme le Barça et le Real, ont à peu près 100 ans d'histoire, comme le Canadien de Montréal. C'est pas 2 semaines de vie, là, pis c'est pas dans MLS depuis 2012, là. Il y a des générations qui sont nées et qui sont mortes pendant le règne de ces équipes-là. Alors, on pourra jamais se comparer à ces clubs-là, là. C'est impossible. Par contre, si on veut bien faire les choses chez nous, moi, je pense, ce qui est important de faire, pour commencer, là, avant de peinturer le salon pendant que la maison brûle, là, c'est d'installer sur le terrain une équipe qui est prête à jouer en MLS 2021 et non pas dans un mauvais film de 2014, là. Quand j'entends là, les rumeurs dernièrement qui veulent nous ramener Monsieur Laurent Simon, là, j'adore l'homme. Je veux qu'il reste au Canada avec sa famille. J'espère sincèrement qu'il va être heureux puis que ces gens-là vont avoir tout ce qu'il faut. Mais là, on parle de business. Est-ce que je veux mettre Monsieur Simon sur le terrain en ce moment? Non. Alors, OK. Est-ce que, Barceau, je vais poursuivre avec toi, est-ce que le timing est bon pour instaurer ce rebranding-là? Parce que là, présentement, là, on le sent un peu partout, ça passe plus ou moins. Je dirais même que ça passe pas pour plusieurs. Mais j'ai tellement l'impression que pour la première fois depuis son entrée en MLS, l'Impact a une vision, l'Impact a une structure. On sent qu'il y a un projet soccer qui est cohérent pour la première fois. On vient de laisser partir Urruti. On s'en va dans le bon sens. Mais j'ai l'impression qu'on va tout mettre, si on connaît du succès, sur le dos du rebrand. Si l'Impact connaît du succès cette saison, on va dire, regarde, on vous l'avait dit que ça serait bien, ce changement-là. On avait besoin de ce changement-là. Ça se peut-tu qu'on va nous le vendre de même, Marceau? Ah oui, totalement. J'ai pensé à la même affaire aussi. Que ça aille bien ou que ça aille mal, ça va être mis sur le dos du rebrand. Puis ça va être difficile de juger, surtout avec le COVID, malheureusement. Parce que là, est-ce qu'ils vont réouvrir le stade complètement? Est-ce que ça va être à 50%, 25%? Ça va être à huis clos? On ne sait pas. Fait que ça va être très, très difficile de juger si c'est bon ou pas. Mais c'est sûr que la direction de l'Impact, en tout cas du CF, va tout faire pour se convaincre que c'était la bonne décision. Ça, j'imagine que ça va être de même. Mais le timing, pour moi, c'est... Évidemment, le meilleur timing, ça aurait été quand ils sont rentrés au MLS. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, le faire maintenant, en pleine pandémie, moi, je suis pas sûr, hein, vraiment. De toute façon, effectivement, c'est sûr que si les succès du club arrivent, et ils vont arriver, puisque avec M. Olivier Renard, qui fait un excellent travail et qui tire les ficelles par en dessous de façon magistrale en ce moment, il arrive à faire des choses, je trouve, extraordinaires et on n'en parle pas beaucoup, ça passe un peu sous le radar.
C'est pas scruté à la loupe comme justement nos amis du hockey, un exemple. Donc, on a un peu moins une idée de la qualité de son travail. Mais c'est certain que si ce gars-là reste en poste 5, 6, 7 ans, l'image du club va exploser par les succès qu'on va avoir parce que effectivement, il y a du flair, puis je pense qu'il s'y prend de la bonne façon pour développer le marché. Là. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec ça aussi. Je peux me permettre, moi, je viens de Liège, là, de là où Olivier Renard s'en vient, et puis ce que je me souviens, c'est que du bien de lui, là, fait que je pense qu'il va pouvoir vous mettre de quoi sur le terrain, mais il faut voir si vraiment Joey Saputo va allonger les fonds, encore une fois, parce que là, il va dépenser combien de millions de dollars? J'imagine c'est des millions de dollars, là, pour un rebranding de même, à imprimer des nouveaux shirts et tout ça, et puis clairer tous les anciens. Fait que, est-ce qu'il va, après avoir allongé tout cet argent-là, allonger pour des gros DP, est-ce qu'Olivier retrouve, est-ce qu'il va pouvoir suivre? S'il peut, ok, peut-être qu'il va à ce moment-là, le rebranding pourra avoir du succès, malgré que, bon, vous savez, moi je suis contre, mais ça se peut que ça réussisse malgré tout, mais ça sera, selon moi, grâce au travail d'Olivier Renard et le budget que Joey Saputo va allouer à Olivier Renard. Il y a eu une cassure flagrante entre le lien de confiance entre la direction de l'Impact et la fanbase, je vais l'appeler comme ça, de l'Impact de Montréal lors de cette présentation-là, et plusieurs reproches à l'Impact de ne pas avoir été consulté. Ça, c'est une chose qui aurait pu être fait autrement par la direction. L'autre chose qu'on reproche, c'est de vouloir renier un peu son histoire alors qu'on n'a rien vu du passé dans cette présentation-là. Est-ce que à ce niveau-là, il y a moyen de changer la donne et de recoller un peu les pots cassés? Dans le sens, je donne un exemple, si on va présenter le maillot dans les 2 premières semaines de février, si par exemple on présente le nouveau maillot avec par exemple Divaio, Patrice Bernier, Didier Drogba, et là on annonce un nouveau joueur désigné qui arrive avec le maillot, puis qu'on rentre cette histoire-là de l'Impact. Est-ce qu'il y a moyen de retisser les liens avec la fanbase, Marceau? Selon moi, ça va être difficile, mais par exemple, c'est sûr, bon, on venait de parler de Laurent Simon. Moi, si Laurent Simon il vient demain, je vais acheter son chandail. Malgré tout ce que je dis là, je vais acheter son chandail. C'est comme ça. Mais ça va être difficile parce que, par exemple, quand je pense aux Ultras, qui ont été, il faut l'avouer, maltraités par la direction pendant des années, au lieu de ça, s'ils avaient été bien traités, ben voilà, tu aurais pu remplir ton stade. Comment? Parce que si tu penses à Portland, check, ils ont toute une tribune complète qui sont ultra. Mais c'est parce que ces gens-là, ils se respectaient aussi. Fait que là, tu aurais pu grandir toute la tribune et avoir de plus en plus d'ultra. Et puis, tu avais de moins en moins de place à combler. Et puis, ça aurait donné encore plus d'ambiance dans le stade. Et quand tu as encore plus d'ambiance, ben, tu as encore plus de gens qui s'en reviennent. Fait que selon moi, c'était vers cette direction-là qu'il fallait s'en aller. Respecter ses partisans. Si tu veux faire un rebrand, tu les inclus dans le processus. Tu leur demandes ce qu'ils veulent, tu les traites comme du monde. Selon moi, ça, c'était une des raisons pour lesquelles ils ont eu autant de problèmes toutes ces années. Mais peut-être que je me trompe encore une fois, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je suis 100% d'accord avec Marceau, puis moi, je vais aller même un peu plus loin que ça. Je pense que la fracture, là, elle est irréparable. Je pense que s'il y a une unité, elle va se faire autour de l'amour du foot, autour des amitiés qui ont été tissées dans les cups, dans les pubs, sous le stade, dans les concessions, parce que j'amenais mes enfants dans l'air un peu familial, puis je jasais avec d'autres papas. Ça va survivre, ça va grandir, et ça va peut-être amener une nouvelle, on va dire, confrérie, une nouvelle dynamique. Mais je pense honnêtement, comme Marceau l'a dit, moi, je me souvien, le premier match que je suis allé voir à l'époque, j'étais au stade olympique, j'étais tout près des Ultras. Je voyais une gang d'Écossais déchaînés qui tapochaient, qui s'assoyaient pas. Je suis tombé autant en amour avec eux que je suis tombé en amour avec le jeu sur le terrain, puisque je me sentais vivant, je me sentais faire partie de quelque chose. Ces gens-là sont plus grands que nature, là. Quand ils rentrent dans le stade, ils enlèvent le chandail, ils tapent sur leur tambour, puis ils s'en viennent chanter, là.
d'après moi, il pourrait mourir 1 heure avant puis il tomberait 1 heure après, là. Tellement ils sont animés puis il y a une passion. D'aller dire à ces gens-là, vous faites trop de bruit, on veut pas de vos fumigènes, on n'aime pas de la manière, vous faites peur à nos familles. C'est pas vrai que vous faites peur aux familles, c'est pas vrai du tout. Les enfants étaient debout puis ils applaudissaient pour faire comme eux. Tu vas dire à ces gens-là qui sont des gens qui vont se tatouer avec un couteau sur la poitrine, ton club, que t'as pas besoin d'eux autres, puis que si ça fait pas leur affaire, qu'ils ont pas besoin d'être là, je pense que c'est irréparable. Honnêtement. Et en terminant, les gars, l'important, c'est le contenant ou c'est le contenu? Parce que là, c'est un peu ce qui va se dessiner au cours des prochaines semaines. On attend toujours des nouvelles signatures. On en a eu une aujourd'hui d'un défenseur central, mais je la qualifierais pas de signature majeure pour l'Impact de Montréal. Donc, l'important, puis ce qui va animer là les prochaines semaines, c'est le contenant ou c'est justement ce qu'on va voir sur le terrain cette saison, qui va faire en sorte que finalement, on va découler. Est-ce que, dans le fond, je vais essayer d'être plus clair, est-ce que l'Impact va renouer avec ses fans s'il gagne le championnat MLS ou l'Impact va renouer avec ses fans s'ils disent « OK, on s'est trompé, on retourne à la table à dessin puis on demande l'opinion des fans ». OK. Selon moi, oui, c'est sûr, s'ils gagnent le championnat, ça, ils vont renouer avec leurs fans. Mais l'affaire, c'est que, encore une fois, c'est mon opinion, la Ligue devient de plus en plus compétitive, de plus en plus de clubs d'expansion s'ajoutent. Puis tu vois des clubs comme Atlanta qui dépensent sans compter. Je pense que Charlotte va dépenser sans compter aussi. Il faut que Joey, vraiment, là, ce qu'il a dit pour la conférence, ça soit vrai et qu'il suive. Parce que il nous l'a déjà dit, là. Mais c'est ça, il l'a dit plusieurs fois, je pense, avec des plans Keno, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que même si tu amènes des joueurs, même avec plusieurs DP, c'est vraiment une ligue très, très, très compétitive à cette heure avec le plafond salarial. En plus, c'est beau de dire ça, mais comment est-ce qu'il peut en être sûr? C'est pas lui qui va mettre le ballon dans le fond des filets. Avec tout le respect que j'ai pour Joey Saputo en passant, c'est un homme c'est presque un semi-héros pour moi et c'est lui qui a amené le soccer à Montréal, au Québec. Fait que je déteste le critiquer là, mais il faut avouer qu'en ce moment, je pense qu'il a pas, il pense pas vraiment à ce qu'il fait là. Yannick? Ben, pour moi, au niveau du contenant et du contenu, si on sort du foot, ça va être peut-être plus facile à comprendre. Je comparais ça à la restauration. Moi. Si tu mets des millions en devanture et qu'une fois que je m'assois et que je mange, c'est des croquettes sorties du congélateur là, avec de la dinde de 74, il y a quelque chose. Regarde, tu vas t'asseoir chez Schwartz, tu as 20 places assis. Le restaurant, tu regardes ça de l'extérieur, il n'y a rien qui t'appelle. Tu manges là-dedans. Il est connu internationalement pour la qualité de son smoke meat. Ouais. Alors, si je ramène ça à mon club, s'il vous plaît, mets-moi un club sur le terrain qui est prêt à mourir pour mon chandail, qui veut la mettre dedans. Donne-moi de l'argent pour être capable de garnir cette équipe-là. Puis ensuite de ça, là, le nombre, puis tout ça. Puis d'ailleurs, je voudrais faire juste parce que je viens de penser à ça. Tu sais, on parlait du rebranding tantôt. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste été avec des logos, on va dire, alternatifs, si on voulait vendre la marchandise? Hein? On aurait un troisième gilet. Ouais, exact. Tu sais, puis juste dire, bon, ben, tu sais, regarde, on change, justement, on veut faire une ligne un peu plus jet set, corpo, hipster, whatever. Et puis là, engager des designers pour prendre ce qu'il y a déjà, en exemple du logo de l'Impact, et isoler peut-être certaines choses, et là, créer une ligne spécialement pour vendre la marchandise. Ça n'empêche rien, là. Je veux dire, donc, ça prend une équipe gagnante sur le terrain, puis là, peut-être qu'on va pouvoir penser à parler de pardon. Là. Tu parlais quelqu'un qui mouille son maillot et qui va mourir pour son club. Yannick, moi, je te dis, Laurent Simon, là, prends-le, il va donner tout ce qu'il a jusqu'à sa dernière blessure. Je connais l'homme. Je suis un fan de Laurent Simon. Mais tantôt, je parlais comme, on va dire, un businessman. Mais si on fait un parallèle en ce moment, regardez là avec Samuel Piette.
C'est un des joueurs qui est le plus aimé. C'est pas le plus talentueux, c'est pas le plus flamboyant, mais il est efficace, il se donne à 110 000 %, puis je suis certain quand il sort du terrain, là, il s'en va pas faire la fête jusqu'à 4h30 du matin. D'après moi, il cogne des clous là, dans l'auto ou dans l'autobus, parce qu'il a tout laissé sur le terrain. Et c'est des gens comme ça qu'on veut avoir. En terminant, les boys, on est encore tout un peu fâchés, un peu sous le choc, là, malgré tout, de ce rebranding-là. Mais demain matin, la pandémie est finie. Est-ce qu'on se croise au stade Saputo? Marceau? Moi, ce sera pour le moment, ce sera cette année, en tout cas, à Charlotte. Mais oui, j'irai voir les games. Ah oui, c'est vrai, parce que je voulais le préciser. Marceau, il est à Charlotte présentement, c'est ça, hein? Ah oui, tout à fait. Donc, mais quand en tout cas, le CF va s'en venir ici, oui, j'irai les voir avec mon chandail de l'Impact. Mais je l'avoue, là, oui, on peut se croiser ici. D'ailleurs, j'ai des chums du Québec qui ont prévu de faire un road trip, là, excusez-moi l'expression, de s'en venir ici. Fait qu'on ira probablement, je leur fais coucou d'ailleurs, Johan et Gepetto. Fait que, oui, je serai là et puis on va espérer qu'ils gagnent. Excellent. Yannick, tu vas être là? Et moi, c'est sûr que je vais être là. J'y vais 3 ou 4 fois par année. J'ai toujours je caresse toujours le projet d'avoir mes billets de saison. Et c'est pas pour faire plaisir à Joey, là. C'est parce que j'aime mon club, c'est parce que je veux les encourager et c'est parce que quand je vais au stade Saputo, je me sens comme chez moi. Malgré que je suis peut-être pas désiré autant que je le crois, mais je me sens quand même chez moi. C'est un peu ça. Fait que je vais prendre le temps de vous remercier, les gars, d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit dans quelques instants avec Amine, donc restez bien branchés. Et à vous deux, les boys, je vous dis à la prochaine. Merci, bye-bye. Merci. Bye-bye. C'était donc Yannick Massicotte et Marceau qui étaient là avec nous dans cette émission sur le changement d'image pour l'Impact de Montréal. Je vais aller à l'instant donc rejoindre Amine. Ça devrait pas être très long. On va se parler un peu de cette transaction-là aujourd'hui. L'Impact qui met la main sur un nouveau défenseur central. Et normalement, Amine devrait être avec moi au bout du fil. Salut Amine, ça va bien? Ça va bien, Jeff, et toi? Ben oui, ça va super bien. Donne-moi 30 secondes. Je semble ne pas t'avoir. Ah, oui, ce sera pas long. J'arrive dans 30 secondes. OK, je suis là. Donc, l'Impact qui met la main sur Aliash Struna. C'est comme ça qu'il faut que je le prononce? Exact. Moi aussi, je savais pas trop comment le prononcer, mais maintenant, dans les communiqués de l'Impact, ils donnent la prononciation exacte, là. C'est A-L-J-A-Z, mais ça se prononce vraiment Aliash, comme tu l'as dit. C'est vraiment bien, par exemple. Ça, là, on fait beaucoup de reproches à l'Impact de Montréal dans les derniers temps, au CF Montréal, mais le fait qu'on nous offre la prononciation des noms dans les communiqués de presse, c'est très, très apprécié. Exact. Je voulais te parler avec toi, Amine, parce que je pense que c'est un joueur que, Struna, tu avais déjà... sans dire dans la mire, mais que tu avais surveillé. Et c'est un joueur qui était quand même relativement convoité jusqu'à dernièrement. Exact. Moi, il y a une semaine, j'avais lu un article comme quoi il y avait l'équipe de Crotone en Serie A italienne qui était intéressée à ses services. Donc, dans ma tête, il s'en allait en Europe pour une petite somme parce que faut pas oublier que Houston, ils ont juste payé 500 000 pour l'avoir en 2019. Donc, il faut pas s'attendre, il vaut pas 1 million non plus, là. Présentement, à 30 ans, un défenseur central, sa valeur est peut-être la même chose que ce qu'a payé Houston en 2019. Donc, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était pas un joueur qui était sur le marché des échanges. Mais je me suis rappelé à un moment donné que j'avais eu un échange sur Twitter avec Ali Kizarmis, qui avait à un moment donné, on parlait ça prenait un défenseur vétéran pour compléter la défense actuelle, avec l'arrivée de Kamal Miller, puis avec Banks et Camacho qui étaient déjà là. Puis Ali Kizarmis, il a parlé de Struna, puis moi, je viens de relire tantôt qu'est-ce que je lui avais répondu. J'avais dit c'est un bon joueur, mais il prend une place internationale et son salaire est élevé.
Puis là, aujourd'hui, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, c'est dans le fond un échange de Struna pour Montréal. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'on a eu le spot international dans l'échange. Donc, on n'a pas eu à payer 175 000 pour avoir une place internationale. Puis en plus de ça, chose à laquelle j'avais pas pensé le 20 décembre dernier, là, quand j'ai eu cette discussion, en plus de ça, on a réussi à échanger un joueur avec un gros salaire comme Urruti. Donc, honnêtement, on peut rien dire. C'est sûr que quand tu fais un échange, tu échanges des problèmes aussi. Là. Il y a toujours un plus ou moins, mais c'était inespéré pour moi de voir Urruti aujourd'hui échanger. Là. Honnêtement, c'est une grosse surprise. C'est là que je voulais t'amener. On était plusieurs, on se fera pas de cachette, à souhaiter le départ de Maxi Urruti, sans dire à souhaiter le départ, mais à espérer qu'on trouve preneur pour Maxi Urruti, qui a quand même rendu certains services, mais je pense que la hauteur de son contrat n'était pas ex aequo avec la hauteur de ses performances. Donc, ça devenait un poids pour le club de foot Montréal et on devait se départir de ce contrat-là. Mais sincèrement, compte tenu de la teneur de ce contrat-là, je pensais pas qu'on s'en débarrasserait aussi facilement. Moi non plus. Honnêtement, tantôt, j'étais dehors, puis à un moment donné, je reçois 2 messages en DM. Puis là, je vois le premier message, c'était, je pense, un journaliste de Houston qui parlait d'un échange. Moi, je pensais que c'était juste une rumeur. Mais 15 minutes après, je reprends mon téléphone, puis je me rends compte que c'était déjà fait. Et on dirait qu'il n'y a pas eu de préavis, là. C'est-à-dire que d'habitude, on entend parler que tel joueur est sur les marchés d'échange. Il faut dire que il y a à peu près 4-5 jours, j'avais posté sur Twitter une photo de Urruti en Argentine avec Piatti puis avec Fernando Barrades, qui est l'avocat en droit sportif, qui l'avait aidé à prolonger son contrat à Montréal. Puis là, chacun avait sa théorie. Là. Il y en a qui disaient « Ah, mais Urruti est en train de convaincre Piatti pour revenir à Montréal. » Puis moi, je pensais que c'était Urruti qui voulait s'en aller en Argentine. Parce que c'est ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pensait qui allait se passer. Mais j'aurais jamais pensé que Urruti allait être échangé en MLS. Moi, dans ma théorie, c'était vraiment il s'en allait en Argentine puis que on négociait avec lui pour racheter son contrat. Parce que je voyais pas d'autres possibilités. Donc, le fait qu'on réussisse à faire un échange puis de plus avoir son salaire pour 2021, c'est une bonne chose. Quoique, quand je te disais tantôt, il y a des plus et des moins à tout, Struna est quand même sous contrat jusqu'en 2022, alors qu'Urruti était sous contrat jusqu'en 2021. Donc, tu prends 1 an de contrat en plus, mais au pire, si ça fonctionne pas en 2021, il y a toujours des solutions. On a vu avec les échanges, on peut le revendre en Italie, en Série A, en Série B pour un petit montant peut-être, mais au moins, on peut se débarrasser de son salaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, je le vois d'un œil positif. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Parce que là, c'est quand même un bon joueur, un bon défenseur à 6 pieds 2, c'est quand même une bonne taille. Là. Il devrait être en mesure de prendre des têtes un peu devant le but. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on avait quelques difficultés là sur les corners à aller au contre quand il était dans les airs. Oui, donc, je pense il y a ça, il y a le joueur. Hein. C'est sûr que c'est important, oui. Fait que je pense que ça fait partie aussi de son ADN et quand on décrit ce joueur-là, je pense que c'est un joueur qui est très physique, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, honnêtement, moi c'est un terme que des gens n'aiment pas utiliser, mais moi je trouve que la défense, on a encaissé 43 buts l'an passé. C'est trop. Certains disent c'est trop. Quand on voit que Philadelphie, on a encaissé 21, Toronto, je pense que c'était 22, c'est le double. C'est-à-dire, il y a un problème. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que Wanyama ne faisait pas la job défensivement en tant que numéro 6? L'an d'avant, c'était Piet, on sait, donc il y a eu un changement à ce poste-là. Est-ce que c'est les quelques bourdes de Camacho qui nous ont coûté autant? Je pense pas. Moi, je pense que c'est une accumulation de plein de facteurs, dont le manque d'expérience. Parce qu'à un moment donné, Zachary Broguillard, plus la saison allait, moins ça allait bien pour lui sur le terrain. Ça nous a coûté, je pense, aussi des points. Puis il n'y avait pas sur de le côté gauche. Il n'y avait pas de doublure pour Zachary non, Broguillard. Lui, c'était une place garantie, qu'il soit blessé ou pas. Peu importe, il jouait. C'est ça qui était dommage. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de compétition dans le poste de latéral droit.
À gauche, Raitala, ça a été une saison vraiment très en deçà des attentes. Et après ça, Corrales, on n'en parle même pas, là, parce que c'était vraiment des performances en dents de scie. Après ça, Binks, c'est un jeune de 18 ans. Normal, il a commencé en Lyon, mais après ça, il a très bien joué à Orlando MLSS Back. Après ça, il a commencé à baisser de régime. Il s'est même retrouvé remplaçant à un moment donné. Donc, tout ça mis ensemble, ça explique le 43 buts. Donc, honnêtement, moi, je pense que je parle souvent de ça, très, très souvent. C'est l'agressivité qui nous manque le plus. Quand je parle de l'agressivité, je donne un exemple concret. Daniel Lovitz, des fois, il jouait du coude. Des fois, il y avait un joueur de l'Impact qui se faisait ramasser par un adversaire. Lovitz, il savait faire un petit geste pour remettre l'autre joueur à sa place. C'est des petites affaires qui passent inaperçues, mais qui, d'après moi, comme on leur poids dans une équipe. Je me rappelle, je pense que c'est Sidney Fouault qui en parlait, ou Nilton, je me souviens plus, mais en tout cas, cette équipe manque de vices. On n'est pas assez vicieux. Tu sais, on n'est pas assez. Mettons que l'arbitre a le dos tourné, on fait une petite affaire, pas pour avoir un carton rouge, on s'entend là, mais juste pour terner l'adversaire prendre et sa place. entrer dans sa tête. Exactement. C'est ce qu'il faut. Lovitz, il était bon là-dedans. Il savait, il jouait. Oui, c'est vrai qu'il avait pris 2-3 cartons rouges, mais très souvent, il s'en sortait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un adversaire faisait quelque chose qui n'était pas correct, c'est-à-dire qu'il prenait trop ses aises avec nos joueurs à nous. Lovitz, après ça, il enchaînait avec un tac. Il prenait un carton jaune, mais je peux te dire qu'après ça, c'était plus calme. Au niveau de la défense, là, l'ailier qui commençait à profiter de la situation, il se souvenait que Lovitz était là, puis que un petit coup de coude, c'est vite arrivé. Fait que ça, puis Cabrera, on s'entend que Cabrera, personne ne s'ennuie de Cabrera, mais c'était un joueur agressif aussi. C'est cet élément-là que je parle. Il était un peu vicieux. C'est ce vice-là qui nous manque. Même, tu sais, quand je parle de vice ou d'agressivité, c'est même au niveau de l'arbitre, pour protester, pour chialer devant l'arbitre. Il y a personne, on dirait, dans l'équipe. Lovitz, là, des fois, tu le voyais, là, il commençait à parler à l'arbitre, ça rentrait dans sa tête, ça avait un peu un impact au niveau de ses décisions, d'une manière indirecte, là, mais on sentait c'est un joueur qui essaie de jouer dans la tête de l'adversaire et de l'arbitre. Oui, c'est ça. C'est ça que j'espère. On espère que Struna va amener du caractère et de l'agressivité. J'insiste là-dessus parce que si on a encaissé 43 buts, il n'y a pas une seule raison. Il y en a plein. Il y a Diop, il y a la défense, il y a le fait que les latéraux, on avait passé de compétition. Tout ça mis ensemble. Il y a le fait que Wanyama, il y a quelque chose qui fonctionnait pas en tant que numéro 6. Tout ça mis ensemble, ça explique le 43 buts. Alors, c'est certain que ça prenait un électrochoc. Là, on va aller chercher un défenseur central de 6 pieds 2 avec des caractéristiques vraiment différentes de qu'est-ce qu'on a présentement. Donc, je trouve que c'est un risque, oui, mais c'est un bon risque à prendre d'après moi. Au mieux, ça va être comme l'échange de Kyoto avec Cabrera. On va se retrouver avec une belle surprise. Puis encore une fois, au pire, l'année prochaine, on pourrait s'en débarrasser. C'est encore Houston qui va écoper. Si je ouais. Fait que ça c'est bien. Cette année, j'ai senti la défensive de l'Impact de Montréal beaucoup plus stable, avec 4 défenseurs en arrière. On dirait que tout le monde se sentait plus en confiance parce que peut-être qu'on prenait plus large sur le terrain sur la même ligne. Mais visiblement, si je regarde les acquisitions avec Miller, Struna aujourd'hui et Binks qui est là, ça se peut-tu qu'on se dirige vers un système vraiment à 3 défenseurs avec 2 latéraux? On dirait qu'on semble vouloir se désigner vers là. Ouais, j'y ai pensé moi aussi là, en regardant l'échange, parce que c'est sûr que tout le monde, on s'attendait plus à une signature de profondeur style Laurent Simon ou Fanny, ou un joueur dans ce genre-là. Mais là, on prend une autre direction. Fait que c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Quand on a joué l'an passé avec 5 défenseurs ou 3 défenseurs centraux, c'est là qu'on a encaissé le plus de buts. Les fois qu'on a encaissé 4 buts et plus, ça a souvent été avec 5 défenseurs. Maintenant, est-ce que l'entraîneur se dit qu'avec le profil de Kamal Miller puis de Struna, ça change la donne puis qu'il voit une potentiel de succès avec cette tactique-là? Ça, je n'en sais rien.
pour moi, honnêtement, ça a peu d'importance qu'on joue avec 4 ou 5, en autant que ça corresponde aux qualités des joueurs que tu as sous la main. C'est ça qui est le plus important. Peut-être que l'an passé, avec Fanny, avec les joueurs qu'on avait en défense centrale, c'était, ou peut-être avec aussi Raitala qui connaissait une saison très, très difficile, ça correspondait pas ou ça marchait pas avec 5 défenseurs. Après, est-ce que cette année, il va essayer du 3-4-3, du 3-5-2, ou qu'il va rester avec la tactique qui a le plus marché, là, 4-3-3? Ça, je n'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est vrai que l'acquisition de Struna, ça nous donne un indice comme quoi peut-être l'équipe va aller vers une stratégie avec 5 défenseurs, mais ça ressemble à ça. C'est très, très dur. Ça ressemble à ça, très dur à déterminer. Mais le premier feeling de Thierry Henry au sein de l'Impact de Montréal à l'époque, c'était le 4-3-3. Lorsqu'il est arrivé dans le camp d'entraînement, ils n'ont pas connu de succès, mais le premier feeling de Thierry Henry était d'y aller avec une formation 4-3-3 qui a modifié par après, mais au départ, si on se reporte au premier camp d'entraînement de Thierry Henry, c'est comme ça qu'on l'a fait évoluer. Exactement, mais en pré-saison, ça a tellement été catastrophique que quand on a commencé la CONCACAF Champions League, ben il a tout de suite changé, il a fait un 3-4-3, puis on est parti chercher le bon résultat au Costa Rica, là, le 2-2, avec 3 défenseurs centraux. Je me souviens, Camacho s'était blessé, puis Waterman l'avait remplacé au bout de 20 minutes, là, puis on avait pris l'avance 2-0, puis on a fini à 2-2, puis ça nous a permis de nous qualifier par la suite, là. Donc, oui, c'est vrai que l'idée première d'Henry, c'était 4-3-3, mais ça a tellement pas marché en pré-saison qu'il a dû se revirer de bord. Fait que je pense que Thierry Henry, la manière qu'il fonctionne, d'après moi, il se dit c'est qui mes 11 meilleurs joueurs, puis avec ces 11 joueurs que je détermine que c'est les 11 meilleurs que j'ai sous la main, c'est quoi la tactique qui fonctionne le plus? C'est pas je commence par un 4-3-3, qui je mets là-dedans? C'est qui mes 11 meilleurs joueurs qui sont pas blessés, qui sont pas avec leur équipe nationale, parce que faut pas oublier, en 2021, il va y avoir beaucoup d'absences. Il y aura la Gold Cup, donc tous les joueurs canadiens, américains. Il y aura les éliminatoires des Jeux Olympiques du 15 mars au 30 mars, là, avec possiblement 4-5 joueurs avec le Canada, les moins de 23 ans, plus Mihailovic avec les moins de 23 ans des États-Unis, voire Mason Toy, qui n'a pas été sélectionné pour le camp d'entraînement des États-Unis, mais s'il arrive une blessure ou quoi que ce soit, ça se pourrait que lui aussi, il a 22 ans, donc il pourrait aussi être appelé. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui, on réfléchit avec les 23 joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, puis on se dit, waouh, il y a tellement de joueurs que il peut se permettre de faire ci, il peut se faire en même temps. Mais en réalité, on ne sait pas quand est-ce que la saison commence. On ne sait pas s'il va y avoir un lockout ou un arrêt de travail. Puis, quand ça va commencer, on ne sait pas les joueurs qui vont être disponibles, qui va être blessé, qui va être disponible, qui va être avec l'équipe nationale. Donc, ça va être un peu comme ça, d'après moi, toute la saison. C'est qui sont mes 11 meilleurs joueurs avec ce que j'ai beaucoup de bons défenseurs. Présentement, tout le monde est là. Miller est là, Camacho est là, Struna est là. J'y vais avec 3 défenseurs. Exemple. Ou l'inverse. Miller est avec l'équipe nationale du Canada. Bon, je vais aller avec un 4-3-3. Puis je vais mettons Kiza à gauche, puis aller avec une autre tactique, avec 4 défenseurs. Donc, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. En 2020, chez Thierry Henry, il y a dans sa tête c'est qui ses 11 meilleurs joueurs, puis il établit sa stratégie basée là-dessus. À partir de là. Est-ce que, selon toi, en terminant, Amine, est-ce que Struna, son arrivée, ça ferme la porte complètement à un éventuel retour de Laurent Simon? On sait que plusieurs l'avaient mis comme peut-être grand frère, donc pas titulaire, mais venir aider à construire autour de cette jeunesse-là. Struna a quand même 30 ans, donc connaît un peu la poutine de la MLS. Est-ce que ça ferme donc la porte à un éventuel retour de Laurent Simon avec le club de foot Montréal? Oui, je pense que oui, parce que si on calcule, on est rendu à 5 défenseurs centraux avec Camacho, Struna, Miller et Binks. Tu rajoutes à ça Kari Fayao, qui est encore dans l'effectif. Je parle même pas de Kishan Ferdinand là, qui peut jouer comme défenseur central aussi. Waterman. Donc, rendu là, ça commence à faire une bonne profondeur, on va dire. Mais encore une fois,
peut-être qu'au camp d'entraînement, il va y avoir un blessé dans les défenseurs centraux. Puis là, oui, peut-être que Olivier Renard va se dire, bon, on va y aller avec une solution court terme, puis il est au Québec. On va peut-être lui proposer un petit contrat pour 1 an, possible. Mais d'après moi, le fait qu'on ait annoncé aujourd'hui effectivement la signature de Struna, ça sous-entend qu'il y aurait plus de place dans l'effectif parce que numériquement parlant, Struna, il prend la place de Fanny. Donc, je ne verrais pas pourquoi on aurait un autre défenseur central, à moins que c'est déjà prévu que Yao s'en va en CPL ou ailleurs en USL, peu importe, là, puis qu'on veut vraiment avoir de la profondeur, puis qu'on prévoit qu'il va rester toute la saison là-bas. Mais encore une fois, d'après moi, au moment où on se parle, c'est pas la priorité du tout. Il reste quoi présentement là chez l'Impact comme sans dire comme besoin, mais comme marge de manœuvre? Il y a 2 postes de joueurs désignés qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'effectif concrètement là, présentement? On peut rajouter un joueur offensif capable de jouer devant et dans les ailes. Donc, on a entendu parler que Marco Bustos, qui est en CPL avec Pacific FC, a intéressé 2 équipes MLS. Est-ce que l'Impact fait partie de ces équipes-là? Est-ce qu'ils vont vraiment aller le chercher ou l'inviter au camp d'entraînement, par exemple? Ça, je n'en sais rien. Mais je veux dire, peut-être que Olivier Renard, on a vu un peu la tendance qu'il a eue dernièrement, c'est d'aller chercher des joueurs en Afrique qui coûtent pas trop cher. Mustapha Kiza en Ouganda pour 180 000. Sunusi Ibrahim dernièrement, apparemment pour moins de 500 000. C'est dans ce style-là. Donc, peut-être que lui, j'ai écouté les entrevues avec Kevin Gilmore, puis il disait que Olivier Renard, ça faisait, si je me trompe pas, 3 ans qu'il suivait et Kiza et Sunusi Ibrahim. Donc, c'est pas des signatures qui datent d'aujourd'hui, c'est des joueurs qu'il connaît depuis plusieurs années et que parce que le contexte actuel puis le coût d'acquisition de ces joueurs-là lui convenait, ben finalement, il est parti chercher. Donc, peut-être qu'il y a aussi 2 autres joueurs qu'il va chercher dans ce style-là, mais autre que ça, à part s'il y a une occasion qui se présente pour un joueur vraiment plus expérimenté, du style, on avait entendu Boateng, il y avait des rumeurs qui s'en venaient à Montréal à un moment donné. Finalement, il restait en Italie. Mais dans ce style-là, c'est plus si une occasion se présente. Mais je suis pas convaincu qu'on va avoir des grosses signatures là-dedans. C'est plus si on a un joueur offensif, je pense qu'ils vont aller le chercher s'il répond à certains besoins de l'équipe. Mais autre que ça, disons que on est plus ou moins à 2-3 joueurs près de l'effectif final pour 2021. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu crois, on sait que le maillot officiel du Club de foot Montréal sera annoncé dans les 2 premières de février. Est-ce que tu crois qu'on pourrait nous annoncer ça avec un joueur majeur ou une grosse signature d'envergure pour présenter le maillot? C'est une bonne question. Ça serait logique. Mais en même temps, je veux dire, on est en temps de pandémie. C'est pas facile. De toutes les façons, c'est pas facile. Le joueur en question va être dans un autre continent, on va dire, pas mal sûr. Il va arriver 2 semaines de quarantaine. Tu fais tes calculs, le lancement du maillot dans 2 semaines, ou tu fais ça par Zoom, mais tu perds beaucoup on va dire, de l'attrait de l'événement. Puis là, on ne sait pas si on va pouvoir jouer là, parce que les visas de travail sont difficiles aussi. Exactement, tout ça ensemble, là, c'est quasiment. Je vois pas personnellement comment ça pourrait se faire, à part en Zoom encore une fois là, puis que mettons que l'équipe serait à Place des Arts comme la dernière fois au lancement, avec quelques représentants de l'équipe pour représenter le maillot. Puis après ça, à un moment donné, comme ils ont appelé Thierry Henry qui était à Londres, en Angleterre, peut-être, c'est une possibilité, mais encore une fois. Il faut que le joueur soit signé, que tout soit confirmé d'ici là. Chose que je suis pas convaincu, mais on va voir. Peut-être qu'ils ont déjà quelque chose de conclu ou de proche d'être conclu, qu'on n'est pas au courant, puis qu'ils attendent justement au lancement pour essayer de créer un effet wow et d'associer un gros nom au nom du club de football de Montréal.
ou du club de foot de Montréal. On n'est pas encore habitué à le dire. Non, c'est ça, exactement. CF Montréal, là, ça sonne bizarre. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, là. Ouais. Mais tout ça pour dire, honnêtement, la seule chose que je m'attendrais dans le lancement du maillot, c'est peut-être d'annoncer le nouveau capitaine. Du style de dire que ça va être Samuel Piette, qu'on s'attend tous qu'il soit capitaine de l'équipe en 2021. Oui. Ça, oui. Ça, je m'en attendrais. Ça serait logique. Il pourrait être là. Parce que techniquement, le camp d'entraînement de Piette finit le 24 janvier à Bradenton, en Floride. Puis après ça, il revient au Québec. Pour 2 semaines, il y a une quarantaine. Tu fais tes calculs. Ça nous donne à peu près la première semaine de février. Donc, logiquement, il serait possible qu'on voit Samuel Piette puis qu'on annonce que possiblement il serait le premier capitaine du CF Montréal. Ça, ce genre d'annonce-là, ça me surprendrait pas. À Lac, sur les réseaux sociaux, Amine me demande, question pour Amine, est-il supérieur à un Camacho pour Strona? Struna, ouais. Oui, je dirais fait supérieur. C'est différent, c'est pas les mêmes qualités. Mettons Camacho, c'est plus un joueur, il y a une très bonne relance Camacho. On a tendance à l'oublier, on se rappelle ses bourdes, ses gaffes et tout ça là, mais quand il a joué le match en série à New England en 6, ouais. Là tu voyais que c'était un bon joueur là. Tu mettrais un autre défenseur central en numéro 6, tu verrais ses limitations techniques. Mais Camacho, là, il était capable de porter le ballon, d'aller mettre la pression sur les milieux de l'adversaire. Donc, il y a certaines qualités quand même chez Camacho. Oui, il perd la tête. Oui, il peut te faire 98% d'un bon match, puis 2% que c'est la gaffe qui va te coûter la place en finale au championnat canadien ou la gaffe qui va te coûter peut-être une place en play-off. Mais il y a quand même certaines qualités. Maintenant, pour revenir à Struna, comme j'ai dit tantôt, il amène des qualités différentes. Il est plus grand, 6 pieds 2, peut-être meilleur de la tête, qui amène un niveau d'agressivité plus élevé que Camacho. Mais honnêtement, j'ai peut-être vu 3 ou 4 matchs de Houston. Puis quand tu vois un match d'une équipe qui t'intéresse moins, tu te concentres surtout sur leurs joueurs offensifs. Exactement. C'est eux qui sont intéressants. Tu regardes pas vraiment le défenseur. Je me rappelle, il était avec Figueroa, qui est un défenseur de 37 ans. Donc, c'est sûr que, pour être franc avec toi, la défense, c'était pas... ça m'a pas laissé un souvenir comme quoi c'était une excellente défense. Mais lui, tu voyais il était vocal, il parlait, il y avait une certaine présence. Il a l'air d'un gars qui a du caractère. Tout ça, c'est des intangibles qui expliquent pourquoi c'est un joueur qui est en MLS, qui gagne 1,2 million pour un défenseur central. Il y a toujours une raison du pourquoi. Il a déjà joué en première division italienne. C'est pas n'importe quel joueur qui peut. Il est international slovène, donc il joue avec l'équipe nationale de Slovénie. Donc, il y a juste 30 ans. Donc, il y a quand même quelques années devant lui, là, au moins un bon 4 ans, on va dire. Puis, il y a au moins 2 ans de contrat avec Montréal. Donc, quelqu'un me posait la question tantôt, est-ce qu'il deviendrait automatiquement notre défenseur numéro 1? La réponse est oui, parce que il gagne 1,2 million, parce que il est international d'une nation européenne quand même assez bonne, parce que il a déjà joué en Serie A comme titulaire en défense centrale, puis que en ce moment, il y a une équipe italienne de première division qui est prête ou qui est intéressée à ses services. Donc oui, la réponse est oui, mais sans dénigrer quand même les qualités de Camacho, parce que il se pourrait qu'en 2021, ça soit Camacho avec Struna. Ça pourrait être Camacho avec Binks et Struna. On le sait pas. Ou Miller. On est rendu avec 4 défenseurs que tu mettrais n'importe quelle combinaison, ça marche. C'est ça, exactement. Ils sont capables de le faire. Ça, c'est bien. Oui, c'est très bien même, parce que contrairement au poste de latéral droit où tu dis Zachary Broguia, après ça, voilà. Tu dis après ça, au moins cette année, on va dire, il y a Kiza, il y a Basson, il y a un petit peu de compétition. Mais je trouve que du côté droit, Zachary Broguia, et s'il est blessé, ben on a mis Shamit Chom, on a mis Samuel Piette, on veut rien savoir de Bahia.
Donc, ça nous prend peut-être un peu plus de profondeur au niveau du poste de latéral droit, je dirais. Mais côté défense centrale, maintenant qu'on a rajouté Struna, moi, je trouve que je vois même pas l'intérêt de rajouter un autre défenseur central. Non, c'est ça. On est bien plein. équipé. On est bien. Ouais. Samuel, ça bourdonne sur les réseaux sociaux. Amine Samuel qui me dit je crois qu'elle sera échangée en Italie pour obtenir des fonds pour une signature grandiose. Est-ce que tu penses que Struna ne pourrait être que de passage et que on le retourne? On sait que bon, l'Italie le voulait. Donc, est-ce qu'on pourrait, sans même le voir jouer dans l'uniforme du CF Montréal, le retourner du côté de l'Italie, aller chercher des fonds et annoncer là, un gros joueur? C'est possible, mais c'est pas pour annoncer un gros joueur, parce que comme je te parlais tantôt, c'est d'aller le chercher. En 2019, c'est ça. En 2019, Houston a payé 500 000 $ pour avoir ses services à Palerme, l'équipe italienne. Donc, aujourd'hui, sa valeur est à peu près la même chose. Il vaut à peu près 600 000 ou 700 000. Puis, il faut pas oublier que dans le communiqué de l'équipe, ils ont dit que dans l'échange, si on vend Struna en Europe ou ailleurs, Houston, elle maintient un certain pourcentage de la revente. Okay. Donc, tu calcules 500 000, supposons que tu le vends 600 000. Si Houston garde un quart, il va te rester quoi? 300 000, 400 000? C'est ça, il restera rien. Ça vaut-tu la peine? Je pense que c'est pas le but, d'après moi. Si tu vas chercher un joueur comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'avoir de passage pour aller ramasser 300 000 ou 400 000, puis de se retrouver avec le même problème de dire ça nous manque un peu de profondeur au niveau de la défense centrale? Moi, je pense que vaut mieux le garder, l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il va ramener le leadership? Quand Olivier Renard disait que l'équipe manque de personnalité, est-ce que justement Struna va être un joueur qui va ramener de la personnalité durant les moments que l'équipe perd, que l'équipe est démoralisée? Est-ce que ça va être un joueur qui est capable de donner un peu de confiance à ses coéquipiers? Ça, on le sait pas. Mais si on ne l'essaye pas, puis qu'on fait juste une opération financière, je verrais pas l'intérêt. Si tu m'aurais posé la question sur un joueur qui vaut 3 millions, je t'aurais dit oui. C'est différent. Mais là, à 500 000, sachant que Houston garde un pourcentage qui n'a pas été mentionné, mais on va dire même 25%, ben, il reste plus grand-chose, je pense, pour aider l'acquisition justement de ce gros joueur qu'on attend. Le gros joueur qu'on attend, l'argent pour ce gros joueur-là, c'est les salaires qu'on a économisés, le 3,5 millions de Piatti en février, le 3 millions de Taider qu'on a vendu en septembre. C'est tout ça, c'est de l'argent d'accumuler dans le budget de l'équipe qui n'a pas encore été utilisé. Donc, d'après moi, l'argent est là. C'est juste que, avec la pandémie, avec la difficulté des permis de travail, c'est difficile pour l'équipe de dire, OK, on y va avec lui, puis on va prendre le risque, ça va prendre 1 mois ou 2 mois pour les démarches administratives, qu'il arrive en retard. J'extrapole, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs considérations avant de dire, OK, ça va être lui, puis en pandémie, on va prendre le risque de payer tant, puis qu'il y ait un problème administratif avec Kiza. On a vu comment ça a été compliqué avant qu'il puisse venir. Quand il est venu, ça a été vraiment aussi pas simple de son côté, là, d'avoir son permis de travail canadien. Il est parti en voiture jusqu'à Toronto pour aller chercher son visa américain. Après ça, il a dû revenir à Montréal. Il a embarqué avec Patrice Bernier pour aller en voiture jusqu'au New Jersey. En tout cas, tout ça pour dire, c'est un processus qui peut durer très, très longtemps. Très longtemps, donc, c'est ça. La semaine dernière, donc c'est pas facile. La semaine dernière, je parlais avec Ibrahim et c'est un peu la même chose, là. Il a hâte d'arriver ici, il a hâte il a hâte de joindre la formation. Vous, un grand respect à Thierry Henry qui est son joueur et possiblement la personne qui l'a convaincu de signer à Montréal. Mais même chose, il est en attente d'un visa, donc il peut pas confirmer, il peut pas dire à quel moment il va arriver dans le giron du CF Montréal. C'est ça. Mais il a hâte, puis on voit que c'est long la procédure. Et d'ailleurs, en parlant de Sunusi Ibrahim, j'ai vu des vidéos de lui. Il s'entraîne en tabarouette. Oh, il s'entraîne tout le temps. Il est vraiment motivé. C'est bon à voir, là. C'est un jeune qui prend
on va dire, il me donne l'impression de quelqu'un qui prend sa préparation physique très au sérieux. Puis j'ai vu des vidéos de lui justement pas plus tard que ce matin. Puis on dirait que c'était pas au Nigeria, là. C'était puis il y avait un manteau, je sais pas s'il est en Europe ou quoi que ce soit, mais j'écrivais à quelqu'un tantôt. En tout cas, moi, la dernière fois, en Ukraine, voilà. OK, c'est ça que je disais à mon ami. Je disais, ça ressemble plus à l'Angleterre que le Nigeria. C'est ça. Moi, la dernière fois que j'y ai parlé, il était en Ukraine. Ça remonte là, au podcast de la semaine dernière. Tu sais quoi? Ça fait du sens parce que c'est son agent, c'est une agence russe, si je me trompe pas. C'est beaucoup de joueurs russes. Si tu vas sur Transfer Market, j'avais fait une recherche, puis il y a beaucoup de Russes. C'est peut-être pour ça qu'il est en Ukraine présentement. Son agent, là, c'est en Russie, si je me trompe pas. C'est possible. Ouais, exactement. Fait que, mais au moins, il est en Ukraine, mais il fait ses démarches pour venir à Montréal, mais il est conscient que ça va prendre du temps. Puis il sait qu'avec Kisa, ça a pris 2 mois et demi, 3 mois. Là, donc, ça veut pas dire qu'il va être là au jour 1 du camp d'entraînement. Il le sait très bien. Il a été avisé de ça. Mais il a accepté quand même de signer, sachant que ça pourrait prendre plus de temps, mais qu'entre-temps, il garde quand même la forme, puis que il essaie de se motiver comme il peut. Puis c'est ça qu'il faut. Des joueurs sans attache, un jeune, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de stress. Il arrive. S'il arrive demain, tant mieux. S'il arrive dans 2 mois, ben il n'y a pas de problème, il n'y a pas de responsabilité. À 18 ans, là, la seule chose qui est dans la tête, c'est le soccer, s'entraîner, rencontrer Thierry Henry, essayer de l'impressionner, puis jouer vraiment sur un bon niveau pour aller éventuellement en Europe. C'est ça l'objectif de la plupart des joueurs, des jeunes potentiels qu'on va aller chercher à Montréal, comme Kisa ou comme Ibrahim. Ils veulent bien jouer en MLS, impressionner pour qu'une équipe en Europe les voit, puis que ils payent pour aller les chercher, pour aller jouer dans une équipe en Europe. Exactement. C'est l'objectif pour eux. Voilà. Charles Dauphiné, via Twitter, me dit, est-ce possible que Camacho soit sur son départ suite à l'arrivée de Struna? On sait que, il était un petit peu, là, sans dire parmi les mal-aimés, mais dans la même situation que Urruti. Plusieurs disaient, si on a du bois mort à débarrasser à Montréal, c'est Camacho et Urruti. Moi, je pense qu'il y a certaines phases de jeu qui sont très intéressantes dans le jeu de Camacho. Par contre, on en a parlé tantôt, il fait des erreurs qui coûtent cher, mais à la relance, il est quand même bien, puis on l'a vu en 6, justement, contre les Revs. Mais est-ce possible que Camacho soit sur son départ, selon toi, avec la... C'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Je te dirais, si tu me demandes si c'est possible, je te dirais oui, c'est très possible, parce que la dernière entrevue que j'ai vue de Camacho avec Olivier Bret, à Loin de s'en foutre, et je me rappelle qu'il disait qu'il trouvait ça difficile, qu'il vient d'avoir un deuxième enfant, un bébé, là. Oui. Donc il est rendu avec 2 enfants. Je sais qu'en ce moment, il est en vacances à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Puis lui, il est tout le temps là-bas. Lui, c'est sa place, là, les Émirats Arabes Unis. Je serais pas surpris s'il part signer dans un pays du Golfe qui accepte justement d'aller chercher ou qu'il aille rejoindre son meilleur ami, là, Taider, en Arabie Saoudite. Ça se pourrait, c'est quelque chose qui serait possible. Parce que dans ce domaine-là, Jeff, là, ça se parle beaucoup entre agents. Tu sais, les amis ont des agents en commun, puis Taider connaît l'agent de Camacho, Camacho connaît l'agent de Taider, fait que ça se parle, dit mais ça se passe super bien pour Taider en Arabie Saoudite, il y a une maison avec un chauffeur, avec un cuisinier, etc., la belle vie, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, si tu me proposes de 3 ans à 1 million par année, c'est peut-être pas l'endroit rêvé, là, mais si tu le recherches, dans le fond, d'assurer ton avenir financier, why not? Tu sais, il est quand même rendu à 29-30 ans. Ouais. C'est peut-être sa dernière chance d'aller chercher le gros contrat. C'est ce qu'a fait Safir Taider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 1 an de contrat à 3 millions à Montréal, qui lui restait en 2021. Mais à la fin de 2020, son agent lui dit, OK, il y a 3 équipes en Arabie Saoudite qui sont intéressées à tes services, puis il y en a une qui t'offre 3 millions par année, mais pour 3 ans, avec tout inclus. La voiture, le chauffeur, la maison, l'éducation de tes enfants, tout ce que tu veux. En plus, j'avais entendu son entrevue avec IMFC Radio. Le président de l'équipe, c'est un émir, c'est un prince saoudien. Oui.
Donc, ça peut dire que si l'argent coule à flot, là. C'est ça, ça le tanne pas. Il n'y a pas de danger, là. C'est sûr qu'il va être payé. Exactement. Il n'y aura pas de problème de retard de paiement. C'est certains pays, tu vas là, mettons, certains clubs turcs, tu vas là-bas, mais il y a des problèmes de paiement, il y a des problèmes au niveau des garanties, au niveau des contrats, etc. Ça n'arrivera pas dans les pays de Golfe parce que c'est des pays riches. Ils ont une certaine solidité financière. Donc, c'est ça. Oui, Camacho, ça fait partie des possibilités. Ça m'a traversé l'esprit quand j'ai vu cette entrevue avec Olivier Brett. Il l'a vraiment répété, il dit, je sais pas, pour l'an prochain, je suis sous contrat, mais on sait très bien qu'au foot, tout peut arriver. Il l'a répété 3 fois, au moins 2 ou 3 fois, là, dans l'entrevue. Il a dit, au foot, tout peut arriver. Moi, je suis sous contrat en 2021. Il disait, mais tout peut arriver. Et Olivier Renard l'a bien cette... dit aussi dans le bilan de saison, tous les joueurs sont à vendre. Oui, exactement. Sont toutes sur la vitrine. Si la bonne occasion se présente, puis qu'ils se disent, OK, là, on a déjà Struna, puis on a Miller, puis on a Binks, puis on a, mettons, Yao, en qui on croit que en 2021, il va pouvoir se développer dans un défenseur de profondeur, ben, on accepte telle offre de telle équipe dans un pays du Golfe. Moi, ça me surprendrait moins que l'échange qu'on a vu aujourd'hui d'Oroti. Ça a été une grosse surprise. Moi tu m'aurais dit, est-ce que tu penses, tu m'aurais posé la question hier, est-ce que tu penses qu'Oroti va être échangé en MLS? Je t'aurais dit, no way, c'est impossible. Non, c'est ça, moi non plus, je pensais impossible. Écoute, c'est la dernière chose. Moi, j'avais en tête, il voulait revenir en Argentine, il allait faire un sacrifice et il allait comme résilier son contrat à l'amiable, du style, on te donne deux tiers de ton contrat, puis hasta luego, amigo. C'est ça que j'avais en tête. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Moi, je pensais qu'elle allait retourner chez eux avec ses proches, puis dire, OK, je vais accepter un petit peu moins d'argent, je vais être amputé, mais je vais avoir la paix, je vais être chez nous, puis tu sais, je vais jouer au soccer sans me casser la tête. Exactement. Mais Camacho, ça serait possible, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc ça reste une hypothèse, là, mais si il arrive une occasion, oui, ça pourrait être une possibilité qui s'en aille avant même que la saison commence en 2021. Ça pourrait être intéressant. Amine, oui. Je te remercie d'avoir été des nôtres, toujours très intéressant de te jaser. Merci à toi. Puis je te garde pas loin. Merci pour l'invitation. Merci, Amine. Parfait. Bye-bye. Merci à toi. Hein? Bye-bye. C'était donc Amine qui était avec moi, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Amine Sabri. Donc, sur Twitter, toujours très intéressant. C'est une bible. Ce gars-là, en matière d'information soccer, c'est mon encyclopédie. Donc, merci encore une fois à Amine. On poursuit avec quelques rumeurs. Laurent Ciman, on le disait, puis quand j'ai préparé le show, je vais être franc avec vous autres, la signature était pas en ligne aujourd'hui de Struna et Laurent Ciman qui sera demain l'invité de le Talk et on pourra poser nos questions à Laurent Ciman. Donc moi je lui ai posé la question, as-tu hâte de porter le maillot de CF Montréal? Et je voulais juste dire que Laurent Ciman est venu aimer donc mon commentaire. Donc c'est pour ça que je voulais garder ça comme rumeur éventuelle. On sait qu'on a vu Nicolas A. Martineau, qui est son agent, du côté du Stade Saputo un petit peu plus tôt cette semaine. Bref, ça aurait pu avoir du sens. L'autre rumeur, c'est Boyan. Est-ce qu'il sera de retour avec l'Impact? Je vous rappelle que Boyan avait dit « Je suis libre de négocier avec qui je veux, bien que Montréal ait les droits dans lesquels si un club MLS veut me signer, il doit les payer. Montréal m'a fait une offre de renouvellement. Jusqu'à présent, je l'ai pas accepté et j'attends un peu. » Donc ça fait un petit bout de temps déjà de cette rumeur-là sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, je pense que il n'y a rien qui a été annoncé
dans le cas de Bojan. Donc ça fait en sorte que les spéculations sont reparties un petit peu. Bojan dit, bon, j'attends un peu, j'ai pas accepté l'offre présentement de l'Impact de Montréal et il n'a pas accepté nulle part. Donc, est-ce que il pourrait y avoir une certaine négociation entre les deux, entre les deux clans, entre le CF Montréal et Bojan pour que finalement on dise, bon, on a peut-être fini en mauvais termes et je fais partie de ceux qui sont très, très, très déçus que Bojan n'ait pas participé au match de Ligue des champions de la CONCACAF. Mathieu qui nous dit, bonne question à Simon. Donc, fallait y poser si on voulait avoir la réponse, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus, dans ce dossier-là. Mais là, je pense qu'avec l'avenue du petit dernier, c'est sûr que Struna va passer avant Laurent Simon. Donc, il faudra avoir vu ça. Charles, voyez-vous, qui m'interpelle là. Bojan aurait reçu une offre de l'AS Saint-Étienne. C'est un peu les rumeurs également qui circulaient au début. Si Bojan devait quitter, c'était avec l'AS Saint-Étienne. C'est là qu'on le voyait aboutir. J'étais pas aux nouvelles, j'étais pas au courant que finalement l'offre avait été déposée. Donc, si c'est fait, fort possiblement que là, il aura à regarder avec les deux, mais on sentait que ça pouvait glisser vers là pour Bojan et on pouvait s'attendre à ce qu'il souhaite finalement une débouchée à ce niveau-là. Donc, ça sera intéressant de voir la suite des choses dans son cas. Donc, ça va être intéressant. L'autre, et c'est là que j'aurais aimé avoir Stéphanie. On s'excuse, on n'a pas réussi à parler avec Stéphanie ce soir. On va se reprendre, c'est sûr. Puis, je le sais que vous allez trouver ça vraiment intéressant de jaser avec Stéphanie, qui est vraiment une passionnée de l'Impact de Montréal et du foot. Finalement, donc on va se reprendre, Steph, si jamais t'es à l'écoute. Crois-moi. On va avoir la chance de se reparler tout au long. La saison est vraiment jeune. L'autre rumeur, la grosse rumeur, est-ce que l'Impact pourrait signer un gros joueur, un joueur de premier plan pour annoncer dans les 2 premières semaines de février le nouveau chandail, le nouveau maillot de CF Montréal. Dr Foot qui m'interpelle sur les réseaux sociaux. Veux-tu dire que si Bojan dit oui à l'offre de l'Impact, on est pogné avec lui, même si on a trouvé quelqu'un d'autre entre-temps? C'est sûr que oui, on va être pogné avec, mais sincèrement, je pense que Bojan, à défaut de mieux, pourrait pallier un certain besoin chez l'Impact de Montréal présentement. Et Bojan, depuis le départ de Taider, à mes yeux, à moi, a joué du bon soccer. Bojan a été beaucoup plus créatif et a démontré donc de belles choses, a pris plus d'espace sur le terrain, a été beaucoup plus performant en l'absence de Safir Taider. Et le fait qu'il soit parti, je pense qu'il aurait pu combler certaines lacunes en attaque chez l'Impact de Montréal. Donc là-dessus, je pense qu'on pourrait le voir. Mais l'autre grosse rumeur, c'est celle-là qu'on veut. Ben, c'est pas une rumeur, loin de là, puis je veux pas tirer rien en l'air, mais on aimerait donc bien ça, avoir un gros joueur. Et lors d'une discussion avec Bein Sports, entre Bein Sports et Thierry Henry, la question qui est posée à Thierry Henry: l'équipe de France a-t-elle, selon vous, des chances de remporter l'Euro? Et Olivier Giroud, à 44 buts, pourrait-il vous remplacer en tête du palmarès des meilleurs buteurs des Bleus, alors que Thierry Henry est à 51 buts? Thierry Henry a répondu: Olivier sait que je pense à lui. C'est ce que je pense de lui, pardon. On se parle assez souvent. Donc ça, moi, je trouve ça phénoménal et c'est le genre de déclaration qui
m'excite. Parce qu'on sait que Olivier Giroux va lire cette interview-là. Et que pas Olivier, mais que Thierry Henry dise Olivier sait ce que je pense de lui et on se parle assez souvent. Tantôt, il y en a qui me disaient ouais, mais Thierry Henry parle à Lionel Messi. Mais laissez-moi mon rêve. Laissez-moi quelque chose à quoi m'accrocher. Donc, non, sans farce, je pense qu'on est dû. On est dû pour avoir un gros joueur, un joueur de premier plan. Mais je tiens encore à ce qu'on prenne le temps de monter de l'arrière vers l'avant. Donc, je pense qu'on est en train de se construire un beau schéma défensif. Maintenant, il faudra assurer la transition entre la défensive et l'offensive. Donc, la zone de construction sera à peaufiner. Et c'est là-dessus que l'Impact doit mettre son énergie par des signatures, je vais dire, de moyenne envergure. Selon moi, l'Impact ne doit pas annoncer nécessairement de grosses signatures au milieu, mais doit faire quelques ajustements pour assurer son jeu de transition entre les deux. Quoi qu'on soit pas mal pris présentement avec Wanyama, avec Piet, avec Mihailovic, avec Sedic, je pense qu'on s'en va littéralement dans le bon sens avec cette organisation-là. Mais ce qu'il faut pour vendre des billets, pour amener du monde au stade, pour revigorer finalement et retisser les liens entre les fans qui sont rompus présentement et l'organisation, ça prend une signature de premier plan lorsqu'on va annoncer d'ici les 2 premières semaines de février le nouveau maillot du CF Montréal, Club de foot Montréal. Donc, cette annonce-là, elle doit venir avec quelqu'un dedans, à l'intérieur du maillot. Puis, on peut pas arriver avec un joueur prospect qu'on espère, qu'on espère voir grandir. Mais on peut pas arriver là et à cette signature-là avec un projet. Comprenez-vous? Donc, c'est le fun de signer des jeunes, c'est le fun de signer pour l'avenir, mais comprenez, puis j'enlève rien aux joueurs, mais si on annonce, par exemple, qu'on monte 2 autres boys de l'académie de l'Impact du Club de foot Montréal lors du dévoilement du maillot, moi, je pense qu'on ne chante pas personne. Si on a un lien historique qui relie l'histoire de l'Impact de Montréal à l'actuelle histoire du Club de foot Montréal, moi, je pense que on s'en lave les mains du côté de l'Impact du Club de foot Montréal. Je suis pas encore habitué, hein. Et on va assurer cette transition et cette continuité-là. J'en parlais tantôt, mais si on dévoile le maillot en compagnie de Nesta, en compagnie de Divaio, de Piatti, de Drogba, des joueurs qui ont marqué l'histoire, d'un Patrice Bernier, d'un Nick DeSantis, bref, de ces joueurs-là qui ont marqué l'histoire de l'Impact et que là, on passe le flambeau au tout nouveau venu, qu'on nous tire un maillot noir de dos à plein de boucanes, le joueur dans l'ombre, et que là, juste avec ses pouces, il nous montre son nom de famille, puis que c'est marqué Giroux sur le gilet. Hey, ça va popper au bureau de l'Impact de Montréal, du Club de foot Montréal, et on va se mettre à acheter des billets. On est de même. Malheureusement, mais c'est notre club de cœur, on l'aime, on le supporte. Alors, on va tout faire pour essayer de le gagner, même si ça n'a pas été facile, même si on est un peu déçu du traitement réservé par la direction aux fans. Je pense qu'on va renouer tranquillement, pas vite, avec cette équipe-là et on va tisser de nouveaux liens. Donc, tout au long de la saison. Et nous autres, on va en tisser des liens avec vous autres tout au long de la saison. Donc, j'espère que vous serez avec nous. C'est Jeff Morancy qui était là pour le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je vous remercie à tous d'avoir été en grand nombre. J'aurais aimé prendre tous les commentaires. Malheureusement, ça a passé vite. On se retrouve un peu plus tard cette semaine. Suivez nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Ceux et celles qui sont membres premium, donc pour 4$ par mois, pour 45$ par année, vous pouvez devenir membre premium et avoir accès à du contenu sur demande, du contenu exclusif que les autres n'auront pas accès.
des émissions un petit peu plus longues que les autres, des émissions de behind the scene comme on a fait la semaine dernière. Bref, il y a plein de choses réservées exclusivement à nos membres premium. Et ça, c'est une belle façon donc de vous remercier de me faire confiance et de faire confiance aux produits BBN Media. Donc là-dessus, je tire la plug. Je vous remercie d'avoir été en grand nombre, d'avoir participé autant que ça. Merci à mes invités de ce soir. Merci à Stéphanie, malgré tout, qui avait la bonne intention de vouloir venir avec nous, mais malheureusement, problème technique, on n'a pas réussi à se brancher avec Stéphanie, mais Marceau Blétard qui était là avec nous, Yannick Massicotte, Amine, un habitué maintenant donc du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je tiens à vous remercier tous et on se dit à la prochaine. Bonne soirée tout le monde.